Bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque avec cet éclairage de fin de soirée avec ombre et lumière. Oui, oui, c'est presque voulu. Alors, je viens tout juste de clore le vlog, puis j'en démarre un nouveau. Puis j'ai pris la peine de vous prendre maintenant, même si c'est pas pour longtemps, parce que en fait, j'ai déjà commencé une nouvelle lecture audio. Par hasard un peu, parce que j'avais terminé rapidement celle de la fin de mon dernier vlog, puis j'avais des déplacements à faire aujourd'hui. Vous me connaissez, je suis très livre audio dans la voiture. Et j'ai décidé de finalement lire le dernier de Shelby Van Pelt. Van Pelt, je pense. Shelby Van Pelt. Peut-être que je me trompe. C'est Remarkably Bright Creatures de six remarquables créatures, je pense en français. Voilà. Je vais mettre la vignette. Là. Je suis désolée, c'est un peu laborieux. Donc, j'ai commencé ça. J'avais vu passer, je savais pas du tout comment attendre, puis j'avais mis un peu dans mes lectures potentiellement à écouter. Puis là, ben, je voyais que c'était accessible sur comme des plateformes à laquelle j'ai accès, là, entre autres nextory.fr. Puis j'ai décidé de l'écouter en fait en langue originale parce que c'est une autrice américaine. Donc, et ma foi, je suis vraiment, vraiment bien accrochée. J'aime beaucoup la plume. C'est une plume qui est très humaine et très avec beaucoup d'autodérision puis beaucoup d'humour. Ça me fait un peu penser, puis ça a été comparé dans les blurbs à l'arrière du roman, au ton qui est employé dans le livre de Frédéric Backman qui a été adapté en film, Le Monde selon Ove, je pense, ou en anglais, je pense que c'est Otto avec Tom Hanks, là, le voisin bizarre un peu. Donc c'est un peu ce ton, un peu cette notion-là, parce que en fait, d'emblée, je vais vous donner, j'ai même pas beaucoup de vous lire la quatrième de couverture parce que je sais pas qu'est-ce que ça dit au complet, puis j'ai pas nécessairement envie de me divulgacher, mais c'est un roman choral un peu avec divers points de vue en tout cas. Et principalement, on va retrouver une dame qui s'appelle Tova, je suis pas sûre, Tova, et qui est une dame de 70 ans qui maintenant est seule. Malheureusement, son mari est décédé, on comprend qu'il est décédé du cancer, et son fils, Eric, est décédé il y a très longtemps. Il est parti comme ça un soir, puis il est comme jamais revenu, puis on suppose qu'il serait parti en mer pour mettre fin à ses jours. Donc, c'est une femme qui est seule dans la vie, qui gère ça relativement bien, mais pas totalement, et qui, pour un peu se désennuyer puis avoir un petit revenu d'appoint, en fait, est concierge dans un aquarium public. Donc, elle est là pour faire le ménage et tout, puis ben, elle s'est fait son petit monde à elle dans cet aquarium-là, elle dit bonjour à tout le monde, puis dans cet aquarium-là, il y a un je sais pas c'est quoi en français, c'est genre Octopus, Giant Octopus Pacific Giant Octopus, je pense, quelque chose comme ça. Donc, une pieuvre géante du Pacifique, j'imagine, qui s'appelle Marcellus, et qui est très intelligent et qui comprend tout et qui sait lire et qui sait interagir avec les humains. Et on va avoir son point de vue par moment à, à la pieuvre. Et on va voir le point de vue de Tova. Et il y a un regard très cynique et très juste en même temps sur l'humain, puisque lui, il voit juste les humains à travers la vitre de son aquarium. C'est quand même une pieuvre qui a plus d'un jour dans son sac parce qu'il ne se contente pas nécessairement de tout ce qui lui est donné comme nourriture. Donc, c'est vraiment une créature super intelligente, d'où le titre, j'imagine. Et il va se créer un peu un lien entre ces deux-là. Mais en parallèle de ça, on suit aussi d'autres choses que je n'ai pas encore réussi à faire le lien, mais j'imagine que ça va se croiser éventuellement. On va suivre aussi Cameron, qui est un jeune homme, un homme dans la trentaine qui l'a pas eu facile, a été finalement abandonné par sa mère tôt, parce que sa mère était toxicomane. Il a grandi avec sa grand-mère, puis sa grand-mère a commencé à avoir un petit peu peut-être des troubles et tout, puis lui, il a de la misère à garder un travail, puis c'est une bonne personne, mais comme il n'arrive pas vraiment à être stable dans sa situation, puis on va le voir un peu comme, tu sais, tout le monde autour de lui se place, puis pas lui, puis on le voit un petit peu comme, on le suit pas mal par rapport à ça, puis par rapport à différentes tuiles qui lui tombent sur la tête. Puis on va découvrir petit à petit, je pense, le monde élargi qui gravite autour de Tova, de la pieuvre, mais de l'aquarium public, puis de ce Cameron-là, j'imagine.
mais je ne sais pas encore c'est quoi les liens. Donc, j'en suis là dans la lecture, mais j'aime tellement la plume, là, c'est tellement excellent. Puis si je me trompe pas, c'est son premier roman. Donc, si c'est son premier roman, c'est comme vraiment incroyable. Excellent. Puis là, en plus, il vient de sortir en français, traduction chez Fleuve Noir, je pense. Il vient juste de sortir au Québec, donc vous allez pouvoir y avoir accès en français. Mais moi, j'aimais mieux lire en langue originale si j'étais capable, mais l'écouter en fait en langue originale si j'étais capable. Donc voilà, ce grand truc-là, juste pour vous dire que je suis en train de le lire. Voici ce que j'en retiens jusqu'à maintenant. Et j'adore jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que ça va se maintenir parce que ça s'enligne pour être une lecture comme un coup de cœur. Ça me fait éclater de rire des grands bouts quand j'écoute ça. Je peux pas de m'en empêcher. Puis c'est pas parce qu'il y a de l'humour puis que des fois ça se prend pas au sérieux que c'est pas bien fait. Puis que ça c'est pas juste ou que c'est pas fin ou que c'est pas bien travaillé. C'est juste que ça ajoute une petite couche un peu. Puis on rit, mais en même temps, on rit pas toujours. Des fois, on rit un peu jaune parce que c'est comme pas vraiment drôle, mais en même temps, c'est vraiment une situation qui est un petit peu... on se rend compte un petit peu des fois des situations un peu ridicules, soit de l'humanité, puisque dans les yeux de la pieuvre, puis quand la fameuse... quand on voit un peu, on a accès à l'intériorité de Tova, qui est aussi une femme qui est bien indépendante, puis qui n'a pas nécessairement... qui a comme une opinion un peu aussi sur les femmes de son âge qui sont un petit peu dans d'autres... qui ont d'autres horizons que les siens. Fait que voilà. Donc, c'est ma lecture en cours. Également, aujourd'hui, je suis passée puis j'ai acheté finalement 2 livres, des 2 nouveautés québécoises. Puis je vais vous les montrer dans le prochain segment potentiellement. Parce que là, j'ai pas le goût de faire ça ce soir. Je suis un peu fatiguée et tout. Donc, il y aura peut-être ça qui va arriver. Puis, je sais pas qu'est-ce que je vais lire pour le restant de la semaine, mais je voulais simplement vous dire un petit coucou puis parler de ma lecture déjà entamée. J'ai comme un peu triché, disons. Alors, sans plus tarder, allez, on poursuit le tout. Et bonjour, alors me voici en ce lundi 30 septembre de congé. Et ben voilà, j'ai profité. C'était ma journée. Je fais ce que je veux quand je veux, au moment où je le veux, puis j'essaie de ne pas faire trop de tâches. Ça me prend des journées comme ça. J'appelle ça du temps sauvage. Donc voilà, c'est cette journée-là aujourd'hui. Et pendant mes vacances, j'avais pas eu l'opportunité de visiter une librairie. J'en avais fait plein. Mais il y en a une que j'avais pas faite, puis c'était la librairie, ben en fait c'est chez Indigo, là, donc une grande surface de livres en anglais en fait ici au Québec et au Canada. Et là, ben aujourd'hui, j'ai décidé que j'y allais parce que j'ai terminé une lecture et je vais vous en parler tout de suite avant de vous faire un giga-book-haul. Donc, c'est le fameux livre dont je vous ai parlé au tout début. Je ne suis pas revenue entre les deux parce que j'étais trop pris par l'histoire. Donc, le fameux Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt, que j'écoute en anglais. J'ai écouté en livre audio en anglais, qui est disponible depuis tout récemment chez Fleuve Noir, je crois, en français. Donc, c'est de Si remarquables créatures en français. Et j'ai terminé, puis c'est un coup de cœur intersidéral. Bon, je savais pas, il y a quand même eu beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce titre-là, mais des fois, quand les titres sont comme ça veut pas nécessairement dire que ça va me plaire, mais là, tout était là, tout était parfait pour moi.
Les personnages dont je vous ai parlé, je vous disais qu'on suivait Tova, une femme âgée qui avait perdu à la fois son fils et son mari, qui était bien déterminée puis bien débrouillarde, mais en même temps qui ressentait beaucoup de solitude de 70 ans, elle décidait de... savait pas trop quoi faire et qui était comme un peu devenue amie par la force des choses avec un giant octopus du Pacifique, donc un... Je sais pas si on dit calamar géant, je pense que oui. Calmar géant, je pense. Calmar géant du Pacifique, je suis pas sûre. Je vais vérifier. Qui était en exposition dans un aquarium où elle travaille. Puis, elle s'est mise, en fait, amie avec cette pieuvre. On va dire pieuvre, mettons, ou calmar, avec ce calmar-là. Et c'est la relation, en fait, entre eux deux qu'on va voir. Mais je vous avais dit aussi qu'on suivait un fameux Cameron. Cameron Casmore, qui est un jeune, ben, un trentenaire perdu, qui a grandi, qui avait eu une histoire particulière dans son passé. Sa mère, il l'a presque jamais connue. En fait, elle l'a abandonné à 10 ans ou 9 ans chez sa tante à lui et il l'a plus jamais revu depuis. Et il n'y a aucune idée de qui est son père. Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui est hyper intelligent, mais qui est comme toujours un peu lâché des projets en plein élan pour diverses raisons, parce que des choses non réglées, parce que, bon, c'est un profil typique, je pense, de haut potentiel intellectuel, là, donc peut-être qu'il était comme un peu sous-stimulé ou qu'il avait beaucoup de choses à gérer en même temps, puis c'est ce qui fait que, dans le fond, sa vie a pas mal dérapé. Puis, dans le fond, on va le voir parce qu'il se dirige dans la même ville où Tova travaille pour partir à la recherche de son père, parce qu'il pense qu'il y a eu comme peut-être des indices pour le retrouver là, dans les choses que sa tante a données qui appartenaient à sa mère et tout. Donc, on va les suivre. Puis, je vous disais que, évidemment, qu'on se doute que potentiellement, il va y avoir peut-être un lien à faire entre Cameron Casmore et la fameuse bande, ben, Tova, Marcellus, mais aussi toute la ville où ils vont, qui, je me souviens plus c'est comment je vous la mettrai, mais qui est une ville qui est en... C'est proche de Seattle, je pense. Puis une ville à grande... un ville-village, en fait, à grandeur humaine, un peu comme dans Gilmore Girls, mettons. Tout le monde se connaît, tout le monde se mêle de qu'est-ce qui les regarde pas. Puis dans le fond, c'est quoi ce livre-là? C'est surtout des personnages, des histoires, une super grande humanité, mais une super grande justesse, si bien qu'on on s'attache aux personnages, mais aussi ça fait résonner en nous toutes sortes de choses, même si on n'a pas nécessairement vécu qu'est-ce que les personnages ont vécu. C'est des personnages qui ont eu beaucoup qui ont trébuché beaucoup dans les dernières années, mais qui, on dirait qu'au fond d'eux, ont quand même quelque part comme une grande force puis une grande détermination. C'est aussi, en fait, une histoire de passage à l'âge adulte, même si je vous dirais que le personnage voyons, oh non, Cameron, bon, j'ai comme un blanc, de Cameron a 30 ans, mais étant donné qu'il a eu manqué beaucoup de choses dans son enfance, on dirait qu'elle agit encore comme un adolescent en fin d'adolescence, vraiment en attente d'un passage à l'âge adulte. Et c'est quelque chose qui va dominer, en fait, sa relation au monde, ses fameuses recherches, ses enquêtes, et le fait qu'éventuellement, les chemins de Tova et lui vont se croiser, puis on comprendra après pourquoi. Donc, ça parle aussi de ça, mais passage à l'âge adulte, mais aussi passage à l'âge vénérable, entre guillemets, donc plutôt à un autre pan de vie. Quand qu'on a dépassé, ben, on est autour de 60-70 ans, qu'on est passé à une autre étape de notre vie, potentiellement la retraite, la vieillesse, la solitude potentielle, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on décide de faire qui nous ressemble, qui potentiellement est à notre portée, puis qu'on peut faire pour essayer de rester nous-mêmes, mais quand même s'ouvrir peut-être à d'autres choses. Beaucoup de le deuil, parce que bien entendu, on parle ici de Tova qui a perdu son enfant quand lui avait 18 ans, et puis ben, elle avait, je pense, 40 ou un peu plus que ça, mais aussi son mari. Et puis, bien évidemment, Cameron, qui a comme jamais connu sa mère, qui est en deuil d'une famille, entre guillemets, qui rentre dans les normes, mais aussi d'amitié solide, même si un peu intempestive, avec la bande d'amis qui accompagne Tova, qui est une espèce de gang de tricoteuses de village qui sont
très fortes sur les rumeurs et les potins, mais qui ont aussi un très grand cœur, puis dans le fond, sont quand même solidaires à leur manière, même si c'est toujours un peu envahissant. Le fameux Ethan Mack, qui est un Écossais qui a immigré ici pour diverses raisons. Puis ça fait, je pense, 20 ans qu'il tient la fameuse épicerie du village, qui est comme une espèce de... Ils disent un shopway, là, je sais pas si c'est peut-être c'est une bannière aux États-Unis, mais je me dis que c'est un peu comme un genre de Intermarché, peut-être ici au Québec. Donc, plus petite épicerie, mais qui est comme l'espèce de centre du village pour aussi les potins, mais qui est quelqu'un qui est très solidaire, qui s'occupe de tout le monde, qui veut que tout le monde soit heureux puis que tout le monde soit bien, mais qui en lui a un grand attachement pour Tova, qui dépasse peut-être l'amitié. C'est tellement beau, puis c'est aussi tout le côté de la relation à la faune, à l'animal, aux animaux en fait, entre autres par rapport aux aquariums, mais comme là dans le fond évidemment le fameux Marcellus qui est le calmar géant, ben ça fait partie, c'est aussi un des narrateurs. Donc bon, faut peut-être accepter cette réalité-là là, qui est comme très limite dimension de entre guillemets réalisme magique, dans le sens que la seule chose qui est magique, c'est qu'on a accès à son intériorité. Donc, on lui prête des intentions, donc c'est un peu anthropomorphique, mais c'est quand même basé sur le fait qu'on considère que le calmar est un animal très, 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 très intelligent. Donc, je pense que c'est basé sur cette espèce de prémisse-là. Mais ça fait tellement un mélange parfait. Je sais pas comment dire. Oui, il y a du feel good. Oui, il y a une construction qui fait en sorte que il y a des choses qu'on veut qui se passent, puis qui potentiellement vont se passer, mais ça prend vraiment plein de temps. À chaque fois, on a l'impression que ça va jamais se rendre, finalement, au bout du compte, puis on a comme envie de hurler aux personnages, comme quand on est des enfants. Mais parlez-vous quelque chose, dites-vous des choses pour que pour que les recherches avancent et tout ça. Donc, c'est une note parfaite pour moi, comme je vous dis. Les personnages, on y croit, on a envie d'habiter avec eux. Là, moi, j'ai terminé le livre, puis je suis comme un peu triste de les quitter. La construction est vraiment habile. C'est peut-être pas de l'originalité totale dans le sens où, comme je vous dis, au départ, en arrière, le côté, bon, c'est comme si on allie un peu quête de soi, recherche de sens à différents âges de la vie. Puis aussi, évidemment, bon, orphelin, parents perdus et tout ça. Secret de famille. Donc, c'est pas que c'est tant original, mais c'est la façon dont c'est cousu ensemble, la façon dont ça rebondit entre les différents éléments qui est vraiment excellent. Puis on finit avec vraiment avec un sentiment de douceur, mais en même temps d'acuité différente par rapport à, oui, les différentes générations, les différents bagages, mais aussi par rapport au calmar, par rapport à la vie marine, par rapport à qu'est-ce qui fait que nous, des fois, les humains, on décide que c'est bien d'étudier des spécimens animaux, mais que peut-être que des fois, on pense pas tout à fait à leur bonheur interne, entre guillemets. Dans le sens que, tu sais, il n'y a aucun animal qui sont maltraités, là, ça n'a pas rapport. C'est juste que, dans le fond, la prémisse, c'est que Marcellus c'est peut-être pas tout à fait heureux en captivité. Il y a des raisons pour ça. Donc, mais ça fait quand même réfléchir. Donc, à la fois feel good, à la fois, comme je vous dis, roman d'apprentissage. Donc, coming of age, mais comme je vous dis, à 2 générations près. Puis en même temps, invitation à la réflexion par rapport à potentiellement la relation qu'on a avec les animaux. Donc, 10 minutes que je vous en parle. Mais vous voyez mon enthousiasme. Donc, je pense vraiment que c'est un livre à découvrir. Même si c'est super populaire, j'ai toujours un peu peur quand c'est populaire, comme je vous dis, que ce soit comme un peu une grosse ballonne, un peu gonflée, puis que finalement, j'ai trop d'attentes, puis ça soit pas super, mais finalement, ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Puis comme je vous dis, pour ceux qui ne lisent pas en langue originale, ben, il est paru en français. Je sais pas, par contre, à quoi ressemble la traduction. Je peux pas vous dire si c'est habile ou pas. Ça se passe quand même dans une ville américaine, une petite ville américaine, puis le langage est quand même hyper familier. Pas la narration, mais les dialogues entre les personnages, c'est quand même hyper familier. Donc, peut-être qu'il va y avoir de l'argot. Pour ceux qui habitent en France, ça ne peut-être pas bizarre, mais disons pour nous en Amérique du Nord, si vous attendez, je ne suis pas certaine qu'ils vont mettre nécessairement l'équivalent en version États-Unis côte ouest, là, donc ça se peut qu'il y ait des petits référents qui soient francisés, mais à mon avis, si jamais c'est le cas, passez par-dessus ça parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une plume impressionnante, mais c'est surtout comme une super aventure humaine à vivre. Donc, ben voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais clore cet avis-là. Mais je suis super contente. Puis évidemment, ben, j'ai pas trop envie de replonger tout de suite dans une autre lecture parce que je suis comme vraiment bien dans cette lecture-là. Fait que je vais voir, je vais peut-être pas forcer pour une nouvelle lecture tout de suite, là, je verrai. Mais de toute façon, j'ai
un petit boucal à préparer. Puis je vous reviens dans 2 petites minutes parce que j'ai un petit imprévu qui arrive. Je vous reviens. Et voilà, me revoici. Désolée pour le petit délai. Je l'ai juste créé un petit moment de tension. Désolée pour le fond sonore de tonneuse de gazon, mais c'est comme ça qui se passe dans mon voisinage en ce moment, à cette heure-là. Je sais pas, je vais avoir le temps de filmer avant, donc... Alors, voici, vous êtes prêts pour un giga boucal? Alors, premièrement, oui, il y a un nouveau tote bag. Donc, tote bag. Mais il est rempli jusqu'au bord. Donc, je me suis laissée aller aujourd'hui. En fait, j'avais quand même des acquisitions que j'avais faites avant. La semaine dernière, j'ai travaillé... j'avais à passer en librairie pour des raisons professionnelles. Puis à la fin de ma journée, quand j'ai eu terminé, dans le fond, j'ai décidé de faire des achats personnels. Puis ben, c'était des nouveautés québécoises. Donc j'ai décidé d'acheter le tout nouveau livre de la collection unique chez Héritage qui s'appelle Le poids de la honte d'Alexandre Flambert. Alexandre Flambert. Donc, c'est chez Héritage dans la collection unique. Si vous vous souvenez, c'est de la poésie en vers libre qui met en scène absolument des adolescents avec leurs préoccupations d'adolescents, qui sont absolument des sujets assez potentiellement lourds, mais abordés vraiment avec habituellement beaucoup de sensibilité. Et cette autrice-là, elle est connue sur Internet, je crois, sous le pseudo de Bibliomaniac, si je ne me trompe pas. Je sais qu'elle est sur Instagram, je ne sais pas si elle a autre chose. C'est une enseignante. Puis, cette fois-ci, elle va aborder, en fait, la relation au corps. Donc, je vous lis la 4e. Mon corps n'arrête pas de grandir, de gonfler, de s'étendre. Mais être en haut de la moyenne, c'est juste bon sur le bulletin. Je serai toujours trop grosse, trop moche. L'amie boulotte qui porte le poids de la honte. Ça a l'air hyper émouvant. Donc, j'ai super hâte de lire ça. Puis c'est ce que je vous disais, là, il y a un travail graphique dans ces éditions-là aussi qui est fait pour un peu souligner encore plus les émotions qui sont mises de l'avant. Ensuite, j'ai acheté le tout récent Fanny Britt. Ça faisait super longtemps, mais j'ai encore son autre livre d'avant qui était Faire les sucres, mais je ne suis pas encore tombée dedans depuis les maisons. Donc là, je sais pas, je me confesse. C'est un tout nouveau Fanny Britt, mais c'est je crois, de le considérer comme de l'ado, du jeune adulte. Donc, c'est Bonjour mon cœur de Fanny Britt. C'est Cheval Doux. Et super couverture d'ailleurs. Intéressant. Et je sais pas si je vous lis la 4e ou je fais juste vous lire. Je pense juste la phrase qui est à l'arrière. Ben oui, je peux vous la laisser. Tout le monde meurt. Cet été, ça pourrait être moi. Donc, ça met en scène Bernadette, je crois, 14 ans. Et qui va devoir passer un été à Kamouraska et qui va avoir, ce que je comprends bien, c'est beaucoup des problèmes comme d'anxiété puis même psychosomatique, puis qui va essayer de gérer tout ça. Donc, absolument, la plume de Fanny Britt, c'est quelque chose que j'adore, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner avec une héroïne adolescente. Sinon, ben ça, c'est pas une nouveauté, c'est que je l'ai trouvé en croque-livre, donc c'est pas une acquisition, là, c'est gratuit. J'ai trouvé en croque-livre, mais c'était le 3e volet là, de la série des enquêtes de l'inspecteur Morales de Roxane Bouchard, donc Le Murmure des Akapiques. Je les avais lus, en fait, les 3, c'est juste que j'avais pas le 3e. J'ai le premier, je pense, pas le 2, puis j'ai le 3e maintenant, parce que là, il était à l'état neuf, donc voilà. Donc ça, c'est un livre lu, mais si j'avais jamais découvert cette série-là, ça vaut vraiment le coup, là, Roxane Bouchard. Le lieu est aussi un personnage. L'enquêteur me rappelle un peu la sensibilité de l'enquêteur dans Louise Penny, dans la série, dans l'adaptation des livres de Louise Penny, pas dans les Louise Penny. Mais c'est vraiment intéressant. La mer, l'océan est un personnage, mais en même temps, c'est des enquêtes. Et puis, c'est beaucoup de non-dits puis de secrets cachés. Puis encore l'espèce de vie aussi, un peu de village, puis de solidarité malgré tout. Donc, si jamais vous voulez. Sinon, on se lance dans les achats de la journée qui sont un peu, un peu spéciaux. Donc, il va y avoir des étiquettes affreuses, mais il y avait une vente de livres. Bon, il y en a souvent là, chez Indigo, c'est des livres neufs, mais bon. Il y a certaines éditions, des fois, qui vont mettre en spécial. Il y en a qui c'est parce qu'ils veulent écouler des quantités. Il y a des éditions que j'avais dit que j'allais jamais racheter, mais là, il y a une nouvelle mise en page. Fait que, bref. J'ai pris dans les spéciaux, justement, pour ces nouvelles éditions-là, un livre qui s'appelle The Art is a Lonely Hunter de Carson McCullers et c'est chez Arcturus Books. Absolument, je vous les conseille pas, c'est des éditions super cheap, absolument là, de classiques. Puis avant, il y avait une mise en page vraiment de schnout, mais là, ils ont comme fait un effort, là, ils ont mis comme plus des entêtes, puis un petit peu plus d'espace, donc ça vaut quand même la peine. Puis
Puis celui-là, dans le fond, en arrière, ben, en fait, ce que ça dit, mais je connais pas du tout Carson McCullers, mais ça a l'air que c'est son roman, son premier roman. Ça se passe dans une petite ville en Géorgie. Et on va y suivre John Singer, qui est un gentil, gentil, empathique et sourd personne. Une personne gentille, sympathique et sourde aussi. Bon, ils disent sourd-muet, là, c'est un petit peu une ancienne façon de voir les choses, mais j'en déduis que c'est pas quelqu'un qui arrive à verbaliser ses paroles. Et puis, c'est quelqu'un à qui tout le monde va se confier. Donc, tous les membres de la communauté vont venir à lui pour se confier, révéler des secrets et tout, parce que ben, je sais pas s'il considère que comme cette personne-là est sourde puis qu'elle s'exprime pas, puis c'est quelque chose qui fait en sorte que ça porte à la confidence. Donc, on va suivre un petit peu leur confidence, leur pérégrination. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Je connais pas du tout Carson McCullers, donc voici. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-là, c'était pas des éditions boboche, c'était des éditions, c'est Harper Perennial. C'est juste qu'il devait en avoir trop, donc ils ont essayé de liquider. Donc, c'est The Historians de Cecilia Bakers. Cecilia Eckbach, je sais pas comment on dit son nom. Voilà. Et ça dit en sous-titre, ça dit A Novel of World War II. Puis dans le fond, ça se passe. Ben, en arrière, ça dit, c'est drôle là, pour ceux qui ont peut-être déjà lu le réseau Alice, mais sinon, The Secret History, je sais pas c'est quoi, mais ça dit que c'est la rencontre de le réseau Alice de Quinn avec The Secret History qui vont se rencontrer et qui vont nous révéler une fable, non, en fait, l'histoire d'un meurtre qui est assez haletant puis prenant et d'une conspiration qui s'est passée en Suède durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça se passe en 1943 dans une Suède qui est encore neutre. Et on va suivre Laura Dahlgren, qui est une assistante à un chef, un négociateur, dans le fond, dans la diplomatie suédoise, et qui a depuis toujours, habituellement, toujours fait attention de ne pas s'impliquer dans la politique. Mais éventuellement, la meilleure amie de Laura, qui s'appelle Britta, va être assassinée de sang-froid et elle va être déterminée, Laura, à trouver le fameux tueur de cette Britta-là. Donc, pour l'information, Cecilia Eckbach est née en Suède et c'est pas son premier roman. Et maintenant, elle habite en Alberta, à Canmore. Donc, voilà, ça m'intéressait bien. Et ensuite, aucun rapport, mais je voulais me mettre au mini puzzle. C'est vrai, j'étais censée faire ça aujourd'hui. Ah, il est encore tôt, j'ai encore le temps. Donc, je vais mettre au mini puzzle, puis ben, je sais qu'il y a d'autres façons d'y accéder, mais comme moi, je suis loin de Travel pour tous ceux qui sont en Europe. Souvent, ceux qu'on est sont comme un peu laids, mais là, celui-là, je le trouvais juste mignon, puis il était comme en vente. Donc, c'est The Great Gatsby. C'est cute, hein? Fait que c'est un 100 pièces, fait que c'est pas aussi petit là, que les vrais mini puzzles, mais je trouvais que c'était quand même chouette parce que moi, en fait, après, quand ça dépasse 100, j'ai pas la patience, fait que je trouvais ça juste mignon. Donc ça n'a aucun rapport. C'est pas livresque, mais c'est un passe-temps pareil. Ensuite, bon, à faire le tote bag, il y avait un autre livre de la fameuse collection dont je vous disais que j'essayais d'éviter. Voyez-vous, ça, c'est l'ancienne version, c'est parce que vraiment, le livre m'intéressait, le contenu m'intéressait. Mais c'est encore les éditions Arcturus, mais leur ancienne mise en page, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus basic. Là, ça ressemble un peu aux éditions Librio à l'époque. Mais c'est celui-ci, c'est Clewick d'Emily Carr. Puis, en fait, c'est une autrice qui a évolué entre 1871 et 1945 et qu'elle a passé sa vie à dépeindre la nature sauvage canadienne ainsi que la vie des Premières Nations sur la côte ouest du Canada. Et puis, en fait, c'est Clewick, c'est un nom qui veut dire celle qui rit et qui aurait été donné à l'autrice par la nation Nuu-chah-nulth du Pacifique Nord-Ouest. Et puis, en fait, c'est ce que je comprends, c'est que c'est comme une espèce de récit biographique qui nous raconte un peu les traditions, en fait, des Premières Nations et la vie dans, justement, la nature en Colombie-Britannique. Donc, en cette journée de vérité et de réconciliation au Canada.
Donc, c'est une journée où on est censé, pas on est censé, mais qui est une invitation à la réflexion pour s'ouvrir les yeux sur les atrocités qui se sont passées ici jusqu'à il y a pas très longtemps finalement, par rapport aux Premières Nations. Donc, on parle entre autres des pensionnats autochtones. Donc, essayer de voir l'histoire sous un autre angle et s'assurer de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Ça a donné, j'en ai d'autres aussi, mais ça a donné que je me suis dit, je pourrais peut-être aussi essayer d'avoir des livres aujourd'hui dans mon bocal qui m'amènent un petit peu vers cet objectif-là. Donc, c'était pas nécessairement pour ça que je l'ai pris. Il m'intéressait à la base. Puis quand j'ai vu finalement que, elle, par contre, elle n'est pas issue des Premières Nations. C'est une blanche, mais qui a vécu parmi les Premières Nations, puis qui décide de raconter ça à sa manière. Habituellement, je préfère avoir des own voice, donc des gens qui prennent la parole par eux-mêmes, donc sont issus des Premières Nations eux autres mêmes. Mais bon, là, c'est ça auquel j'avais accès, puis je me suis dit que pourquoi pas une petite plaquette. Après, j'ai décidé de prendre des choses qui sont pas surprenantes, parce qu'en fait, j'allais chez Indigo pour acheter finalement le livre dont je viens de vous parler, parce que j'étais rendue à plus que la moitié, puis je savais que ça serait un coup de cœur. Donc, j'ai acheté le fameux en papier Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. Alors, voilà, trop heureuse. J'ai terminé, mais je pense que je le relirai. Je pense que je vais le relire vraiment, sincèrement. C'est comme trop excellent, là. Sinon, dans les livres, ça c'est un livre lu aussi, donc finalement, mais dans les livres que j'achète parce que j'ai aimé l'auteur puis que c'est une suite qui n'était pas prévue, c'est le tout nouveau T.J. Klune, donc Somewhere Beyond the Sea, qui est en fait la suite de The House on the Cerulean Sea. J'ai tellement de la misère avec ce nom-là. Cerulean Sea. La maison au bord de la mer céruléenne en français. Et c'est un peu la suite. En fait, pas c'est un peu, je pense que c'est la suite. Donc, je vous en parlerai pas trop parce qu'en fait, c'est complètement lié au premier tome. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé la plume de T.J. Klune. T.J. Klune. Quelle mauvaise prononciation. T.J. Klune dans le premier opus. Puis ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. Bon, là, c'était pas volontaire que c'était une édition collector. Il n'y avait pas autre chose. J'ai pas attendu le format paperback, mais quand même, il y a un bon petit travail ici qui a été fait là, avec l'édition. Mais je suis moins édition collector habituellement. Surtout que là, c'est un jaspage qui a été vaporisé, mais je suis pas sûre que ça va tenir tant que ça. Mais c'est pas grave. Voilà pour cet achat qui est plutôt comme parce que j'ai vraiment aimé la première partie. Puis là, je savais qu'il était là. Et enfin, avant qu'on arrive à une surprise, j'ai finalement aussi pris dans les livres qui étaient en solde, qui sont des livres qui sont neufs, mais comme je vous dis, là, que c'est parce qu'ils sont en liquidation. Un livre justement d'un auteur qui est un auteur canadien qui est issu des Premières Nations, qui avait écrit, en anglais c'est The Inconvenient Indian, je sais pas comment ça a été traduit, mais bref, c'est Thomas King, puis c'est comme je sais pas si c'est en lien, c'est un second opus, mais c'est Indians on Vacation, donc qui a l'air vraiment intéressant. On va y suivre un couple, c'est Bird et Mimi, qui vont essayer de retracer la vie d'un oncle perdu de Mimi. Alors qu'elle est partie en Europe avec des secrets un peu de famille, puis c'est ce que je pense être une espèce de récit de voyage un peu humoristique quand même, mais qui aborde malgré tout une histoire compliquée par rapport aux personnages principaux. Et là, juste pour votre information, parce que je sais qu'il y en a qui habitent au Canada dans mes auditeurs, mais pour ceux qui habitent en France, vous avez bien vu que dans le titre, c'est écrit Indians on Vacation. Et ici, on parle ici des gens issus des Premières Nations. Au Canada anglais, les gens issus des Premières Nations, en raison d'une législation qui gère leur vie pas mal malgré eux au Canada depuis assez longtemps et qui s'appelle malheureusement, maintenant qui a changé, mais avant qui s'appelle là-bas sur les Indiens, qui est une mauvaise façon de les nommer. Comme c'est resté, puis que c'est souvent devenu dans le temps, dans la bouche de ceux qui étaient non issus des Premières Nations, des insultes entre guillemets, alors que, parce qu'on les appelle les Indiens comme si c'était des gens qui n'avaient pas de droit à l'existence ou qui n'avaient pas de valeur en tant que tel, ce qui est terrible.
Et par contre, juste vous dire que les gens issus des Premières Nations vont, dans certains cas, s'auto-proclamer, se dire indiens, parce qu'en fait, ça s'appelle encore, là, c'est les Indiens, puis ça s'appelle encore avoir ses droits d'Indiens. Donc, on n'a pas vraiment changé le vocabulaire, malheureusement, dans la législation. Fait que oui, quelqu'un qui est issu des Premières Nations peut se nommer comme ça, ou parler de d'autres de ses confrères ou consorts comme ça, mais c'est vraiment un peu comme le mot en haine, donc si c'est utilisé par la population concernée elle-même, ça les regarde puis c'est correct, mais mettons que moi je ne pourrais pas appeler quelqu'un avec ce terme-là. On privilégie absolument le terme Première Nation. Idéalement, on donne le nom de la nation à laquelle la personne appartient quand on la sait. C'est comme si à place de dire... c'est comme si plutôt que de dire... Première Nation, c'est un petit peu comme l'équivalent si je disais que un Français est un Européen. Donc, évidemment, c'est un Européen aussi, mais il vient de la France, donc techniquement, c'est un Français. Donc, quand on appelle les Premières Nations, c'est plus global. Idéalement, c'est de mettre le nom de la nation à laquelle la personne appartient. Mais comme je vous dis, c'est souvent utilisé, surtout dans le Canada anglais, le terme indien, mais c'est habituellement utilisé par quelqu'un qui est lui-même issu des Premières Nations. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à faire si on est une personne qui n'est pas issue des Premières Nations. C'est un terme qui est péjoratif. C'est un terme qui est lourd de sens puis qui est vraiment complètement à bannir. Puis c'est pas par frilosité, là. Il s'est passé des choses terribles, en fait, par rapport à ça au Canada. Puis c'est... S'il vous plaît, changez votre vocabulaire si vous n'utilisez pas déjà les mots Première Nation et tout. Puis même Amérindien, c'est le même principe. Ça mène à la même... Amérindien, Indien, c'est pas la bonne façon de nommer les Premières Nations en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est mon topo informatif. Je le fais souvent, peut-être que vous êtes là à m'écouter puis que vous le savez déjà, mais je prends pas de chance, j'aime mieux le mentionner. Puisque dans le fond, dans le titre, je le voyais, puis je sais que Thomas King, c'est quelqu'un qui est issu des Premières Nations. Mais je me suis dit peut-être que ça va faire accrocher certaines personnes d'entre vous ou que vous vous dites, ben là, on n'arrête pas de nous dire de ne pas utiliser ce terme-là pour parler des Premières Nations, mais ouais, mais quand c'est dans leur propre, c'est là, eux autres mêmes qui l'utilisent pour ça décrire eux-mêmes, c'est différent. Donc voilà, et ça c'est la fin du Book-All, mais non, parce que j'ai une surprise. Je ne sais même pas ce que ça va donner. C'est qu'il y avait une possibilité d'acheter des livres mystères. Je ne suis pas capable de résister à ça, moi, les livres mystères. Et en fait, c'était que Indigo, cette succursale-là, a comme un lien avec une école locale. Une école locale anglophone. Puis en fait, tous les dons qui sont... en fait, tous les livres mystères achetés, c'est de l'argent qui s'en va, en fait, à une école primaire pour qu'elle puisse acheter des nouveaux livres. Donc, c'est un peu un principe de redonner à la communauté. Puis là, j'ai décidé d'en prendre un. Il y en avait en français, en anglais. On avait quelques mots-clés par rapport à ce que c'était. Puis j'ai pris, je crois, un essai adulte, je pense, en français, dans la catégorie sciences humaines. Donc, on a ça ici. Et ça dit que c'est un essai qui propose une manière de construire un monde idéal pour tous. Là, j'espère juste que ce ne sera pas trop de la croissance personnelle. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, on va ouvrir ça. J'ai aucune idée ce que c'est. Oh boy! Je sens que ça va être un peu lourd pour moi, mais c'est pas grave. Non, mais peut-être pas. On va regarder. Alors, c'est Utopie réaliste, en finir avec la pauvreté. Et c'est de Rutger Bregman, qui est un historien journaliste pour le magazine en ligne The Correspondent et qui a publié 4 livres sur l'histoire, la philosophie et l'économie. Donc, un peu, pour moi, assez, je dirais, approfondi. Peut-être un peu trop approfondi pour moi, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que ça dit après ça? Pour un revenu de base universel et la semaine de travail à 15 heures. C'est quand même impressionnant de voir que ça pourrait potentiellement être réaliste. À partir d'une ville canadienne qui a totalement éradiqué la pauvreté à l'histoire d'un revenu de base pour des millions d'Américains sur Richard Nixon, Bregman nous amène dans un voyage à travers l'histoire et défend des idées qui s'imposent par la force même de l'exemple et le sérieux de la démarche historique. Donc, ils disent que c'était à la fois pédagogique et percutant, et à contre-courant du pessimisme ambiant. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est une citation de la 4e de couverture. Donc, est-ce que je vais lire ça? Je ne sais pas, mais je vais le laisser germer, sinon je le ferai passer au suivant. De toute façon, l'idée, c'était de contribuer à ça, mais je trouve ça quand même intéressant. Donc, voilà, c'est parti pour celui-là. Et donc, gros Book-All, vous savez que c'est moins mon... Ben, c'est pas moins mon habitude, mais j'essaie de pas trop mettre l'accent là-dessus parce que l'idée, c'est pas de consommer pour consommer. Mais j'avais besoin un peu de cette sortie-là. Ça m'a fait du bien.
Puis c'est vraiment des livres que j'ai envie de découvrir. Donc pour moi, c'est pas de la consommation pour de la consommation. Mais habituellement, je vais habituellement en biblio avant. Mais comme voyez-vous, pour Remarkably Bright Creatures, ben je l'ai lu finalement, mais je voulais tellement l'avoir dans ma bibliothèque que je suis allée me l'acheter. Mais je n'essaierai pas de me justifier plus que ça. Je suis super heureuse, ça me rend heureuse, puis j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ça avec moi. Alors, pouf, voici ce hyper long segment qui se termine ici. Je ne sais pas s'il va rester du temps en vlog après, mais c'est pas grave, on se revoit dès que je peux. Vous pensez que c'était fini, hein? C'est parce en vidant mon sac, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer que je m'étais acheté un autre signet de la compagnie Out of Print. Donc, je sais pas si on va pouvoir bien la voir. J'en avais déjà trouvé d'autres, puis je les avais presque tous de leur collection, mais celui-là, je l'avais pas, puis je le trouvais chouette. Donc, tout simple, en fait, là. Donc, c'est vraiment un signet bibliothèque, tout simplement. Je sais pas si on va focuser, vu que c'est ma face qui est là. Ouais. Donc, bibliothèque. Donc, je les aime beaucoup parce qu'ils sont super robustes, ils sont pas trop épais, fait qu'ils brisent pas, dans le fond, la reliure du livre. Puis, ben, je trouvais que c'était comme plus... J'en ai beaucoup qui sont un petit peu nichés, là. J'ai comme un Nancy Drew, une dame de cœur qui lit. C'est vraiment comme un truc, un sur les livres bannis, donc les banned books. Puis celui-là, je trouvais qu'il était plus comme universel. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, à tout bientôt! Ça va, c'est largement suffisant, je pense. En sachant qu'elles nous ont dit désolé, c'est un petit peu juste, vous aurez plus de délai la prochaine fois. Enfin, moi, je trouve ça très bien, un mois à l'avance en fait. Moi, je m'attendais à recevoir des épreuves là pour aller mi-octobre. Voilà, c'est 27 octobre, c'est vraiment fin octobre, et on en a même un deuxième fin novembre. On peut vraiment s'organiser, c'est parfait. Alors j'ai lu d'abord Chez Dupuis, Julia la Seule, qui est une BD absolument parfaite pour la saison automnale, puisqu'ici on est dans une BD avec du paranormal. On va suivre une jeune fille, Julia, qui arrive dans une nouvelle école et qui va se faire de nouveaux amis, mais on sent directement qu'il y a un truc bizarre par rapport à Julia, comme si elle était un petit peu pas humaine. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est une... Et bonsoir, alors je vous reprends en ce mardi 1er octobre. Et j'ai décidé de faire un petit marathon d'albums jeunesse aujourd'hui. Et ben, je vais vous les présenter en rafale. Et je pense que je vais mettre fin à la première partie de ce vlog-ci parce que j'ai déjà tellement de temps de tournage en raison du gros book haul que j'ai fait que je pense que je vais le faire en 2 parties cette semaine. Donc, attachez votre sucre parce que j'ai 4 albums dont je vais vous parler. Et tout d'abord, je veux vous parler d'un album qui est absolument de circonstance parce que ce soir a lieu le premier et unique débat qui va avoir lieu entre les deux colistiers des deux candidats à la présidentielle aux États-Unis. Et c'est ce qu'on dit, ça va être un débat qui potentiellement peut changer la donne. Alors, en hommage à tout ça, j'ai décidé en fait de découvrir le tout nouveau livre qui est paru chez Monsieur Ed. Donc, c'est Voter pour le pire de Dylan Hewitt. Donc, je vais vous mettre quelques petites images que j'ai prises de l'album. Vous comprendrez que j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est court, donc je ne vais pas non plus vous montrer le contenu complet. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre-là, c'est que c'est une espèce d'album en forme de campagne présidentielle. Donc, on va rencontrer Régis Lepire qui nous demande de voter. Donc, il s'adresse directement au lecteur et qui nous demande de voter pour lui, tout simplement parce qu'il est le meilleur, qu'il a toujours raison et que voilà, etc., etc. Juste pour faire un petit clin d'œil, je vous rappelle que Régis Lepire a les cheveux orange, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant pendant tout l'album, c'est qu'au départ, bien entendu, ça va être une invitation à voter pour lui. Et après, quand il va dire qu'il est le meilleur, qu'il est le plus courageux, le plus intelligent, qu'il a toujours raison, bien en fait, il va nous démontrer ça sur des doubles pages. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que le personnage principal va dire versus ce qu'on va voir sur les images, bien, il y a un décalage parce que ce qu'il va dire, c'est faux. Parce que les faits qu'il va nous montrer, donc les preuves qu'il nous montre, disent absolument pas la chose qu'il est en train d'affirmer.
Donc, c'est super intéressant comme album. Bien entendu, pour les adultes, on voit quand même un clin d'œil au candidat présidentiel républicain actuel. Mais en dehors du côté très ancré dans la réalité puis très politique, c'est intéressant parce que c'est un livre qui travaille beaucoup sur les inférences. Donc, ça va être un livre qui va amener autant les plus jeunes que les plus grands à se poser la question, en fait, c'est quoi la vérité? Comment on fait pour savoir la vérité? Comment on fait pour réagir quand quelqu'un nous affirme que c'est vrai alors que tous les faits nous pointent vers le contraire? Comment on détecte potentiellement les fake news? Comment on arrive à se garder un certain libre arbitre? Et il y a une belle petite chute sympathique à la fin où le candidat Régis Lepire, voyant la non-collaboration du lecteur, va finir par partir en boudin. Et c'est quand même ça aussi très d'actualité par rapport au candidat actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, ça prend pour acquis que le lecteur ne s'est pas laissé berner par la situation. Donc, au-delà des grands messages de l'album, parce que vous savez que moi et les messages, mais ça, c'est super bien fait. C'est bien entendu, genre en deuxième, troisième niveau qu'on peut percevoir ça, mais je pense qu'on peut quand même autant prendre plaisir au premier niveau, parce que on peut percevoir ça comme un personnage ridicule. Puis il y a d'autres niveaux après ça plus profonds qui sont en lien avec l'actualité, qui sont en lien avec justement des compétences informationnelles. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est un coup de cœur, disons, pas éphémère dans le sens que c'est super bien fait, mais je trouve que le côté qui est ancré dans l'actualité ajoute quand même au fait que pour moi c'est un coup de cœur, mais ça reste un album qui est hyper habile, très court, très coup de poing, mais pas dans le sens des émotions comme on est habitué, mais plutôt dans le sens de nous confronter par rapport à nos certitudes. Donc voilà pour le fameux voter pour le pire. Ensuite, je suis allée avec un album qui a été traduit par Fanny Britt, parce que j'étais dans la phase de Fanny Britt, et qui est un album de Julie Morstad, et qui est aux éditions La Pastèque. Ça s'appelle Un visage est un poème, donc de Julie Morstad, traduit par Fanny Britt. Et en fait, c'est un album qui est une espèce de réflexion fleuve sur... juste un petit instant, je vais enlever mon chat de la table. Il est pas contente. Donc, qui est une réflexion fleuve sur la différence, l'apparence. Donc, on parle ici vraiment d'un visage. Donc, on va autant se poser la question... qu'est-ce qui fait que notre visage est unique? Est-ce qu'on se reconnaîtrait quand même si notre visage était différent? Qu'est-ce que notre visage dit sur nous? Est-ce que ça dit vraiment sur quelque chose sur nous à l'intérieur ou pas? Est-ce que notre visage parle aux autres de notre intériorité ou pas? Puis c'est présenté sous une forme assez ludique, très, très imaginaire, onirique. C'est spontané, on travaille vraiment bien la composition des pages. Souvent, il y a des pages qui sont en double page. Il va y avoir des interventions pour le lecteur à suivre tout autour de la page avec des personnages vraiment saugrenus. Donc, c'est encore une fois un appel à la réflexion. Il y a peut-être une histoire un peu plus, disons, aérienne que peut-être l'invitation à la réflexion de voter pour le pire. Mais c'est super intéressant, c'est tout en douceur, c'est dans des teintes de rose. Donc, c'est, disons, une douce invitation à la réflexion. On n'est pas dans la confrontation ici, on est vraiment dans se poser des questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment juste pour laisser un peu l'imaginaire partir, l'intelligence se poser la question. Puis ça donne également, ça ouvre aussi la porte au fait que, bien sûr, comme notre visage est unique, ben on est tous uniques avec nos particularités et donc nos différences. Mais encore une fois, c'est pas souligné à grands traits, donc je pourrais pas dire que c'est un album typique, il y a pas vraiment une histoire, mais c'est vraiment une invitation à la réflexion, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. C'est pas un coup de cœur, mais ça m'a quand même bien plu. Sinon, si on parle de quelque chose, je m'excuse, je vais vous m'interrompre parce que j'ai vraiment un chat qui est désagréable ce soir. Je ne sais pas si c'est à cause du débat qui s'en vient. Mais si on parle d'un album qui va vraiment dans le saugrenu et qui nous laisse un peu pantois à la fin, eh bien, j'ai découvert un tout nouvel album qui a été fait à 6 mains. Donc, c'est le livre Attention fragile. Hey, je suis désolée. C'est le livre Attention fragile, une histoire de livraison. Et ça a été fait par Jean-François Guibault, Liliane Boucher et Vig. C'est aux éditions Bayard Canada. Et dans le fond, je vais vous décrire un peu qu'est-ce que c'est. Donc, on va rencontrer tout d'abord un livreur qui travaille pour Magazonde.
Et on voit ici le petit clin d'œil, et qui vient livrer quelque chose à la maison. On réalise ça. Et là, on commence à voir qu'il commence par sortir une porte de son camion. Parce que dans le fond, s'il veut ouvrir la porte, il faut qu'il livre une porte parce que c'est comme si on était dans un espace qui était complètement vide, qui fait d'ailleurs penser un peu à l'espace de ceux de ma génération, mais de Passe-Partout, où c'était un espace vide, puis on avait besoin d'avoir une convention, genre une porte ou une fenêtre, même si c'était pas attaché à un mur, pour qu'on comprenne que c'était une maison. Donc, le livreur vient livrer une porte. Et ensuite, il peut venir livrer les boîtes pour lesquelles il était passé à la maison. Donc, il vient livrer une boîte, une grande boîte en long, une petite boîte pas trop haute. Une boîte sur laquelle c'est écrit « Attention », une boîte sur laquelle c'est écrit « Fragile ». Les deux boîtes vont s'ouvrir finalement parce que je pense qu'il va y avoir une collision. Je me souviens plus trop, je l'ai lu assez rapidement. Et vont en sortir deux humains, donc deux enfants, on présume. Et ça va être une histoire qui va être complètement narrée sans parole. Avec les seules paroles qu'il va avoir, c'est des onomatopées. Et le fait que les deux jeunes enfants vont comprendre qu'ils sont des humains et vont déduire que leur nom est écrit sur la boîte. Donc, il y en a un qui va penser qu'il s'appelle Attention et l'autre va penser qu'il s'appelle Fragile. Et ils vont avoir même un mode d'emploi, comme quand c'est dans n'importe quelle boîte de livraison, un mode d'emploi sur comment faire avec notre propre corps, avec comment on peut être un humain, n'est-ce pas? Et voilà, et là, ça va commencer comme ça tranquillement. Et le livreur, il va revenir parce que dans la maison, il y a juste eux deux avec une porte et il va venir porter une lampe pour qu'ils voient quelque chose. Et là, il va venir ici également leur porter une tablette sur laquelle il y a le site de magasin. Et là, on va s'en suivre une espèce de balai de commandes intempestives pour un peu comme meubler l'univers. Ils vont penser à des choses, ils vont les voir sur le catalogue, ça va leur donner envie de faire ces choses-là, ils vont le commander, ça va arriver, ils vont le monter. Il y a toutes sortes d'images qu'on va voir, autant de livraisons que de boîtes ouvertes, que d'objets en train de se faire monter, que d'enfants en train d'utiliser, je dis enfants, mais c'est pas clair, là, de jeunes humains, en tout cas, en train d'utiliser ces objets-là, puis de les utiliser pas nécessairement dans leur fonction première tout le temps. Et éventuellement, il va y avoir de plus en plus d'objets dans la maison, une grosse montagne de boîtes, et il va arriver quelque chose, un événement, un rebondissement qui va faire en sorte que, en fait, la maison va exploser, tout simplement. Donc, je ne vous dis pas qu'est-ce qui s'est passé. Et les deux personnages principaux vont s'en sauver in extremis. Et ça va se terminer sur une fin particulière. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faut vraiment le découvrir. Je ne sais pas quoi penser de cet album-là. Je le trouve à la fois déroutant. Il m'a un peu laissé sur ma faim. En même temps, je le trouve extraordinaire parce qu'il est complètement en dehors des sentiers battus. On peut y voir ce qu'on veut. J'imagine que c'est ça le but de cet album-là. Il est complètement déjanté. Les personnages n'ont pas des comportements auxquels on va s'attendre nécessairement d'un humain, mais en même temps, c'est des humains qui sortent des boîtes, donc... Mais c'est des humains, c'est pas des robots, c'est des humains. Bien sûr qu'on pourrait voir une analogie potentiellement à les dangers de la surconsommation, à le fait que ça nous prend toujours de plus en plus de choses pour arriver à se divertir, le fait qu'à un moment donné, quand il y en a trop, on ne peut plus non plus continuer comme ça ad vitam aeternam, puis il faut qu'on finisse par retourner à l'essentiel. Bon, ça, c'est ma tête de grande personne qui analyse ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec cet album-là, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a envie de le relire plein de fois. Qu'est-ce qui est intéressant, comme je vous dis, c'est le côté très audacieux, à la limite complètement absurde, super coloré, en même temps super simple, parce qu'on est vraiment, on mise vraiment sur le brun des boîtes, le livreur, et puis après ça, l'espace se remplit de juste tout ce que les enfants font avec les choses qu'ils ont commandées. Ça devient de plus en plus coloré, de plus en plus vertigineux, de plus en plus explosif et tout ça. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est la narration qui est sans texte. Donc, comme je vous dis, là, il y a plusieurs moments où ils vont dire des onomatopées ou « attention, fragile » parce qu'ils s'interpellent, puis dans le fond, c'est leur nom pour eux autres. Mais ça, c'est vraiment un pari intéressant. Le découpage peut des fois faire penser même un peu à une BD. Il y a des fois où on a des 3 cases, même des fois on a des doubles pages. Et ça fait confiance au lecteur pour se faire sa propre narration, pour comprendre ce qu'il pense comprendre de tout ça. Je pense que ça peut s'adresser autant à des jeunes, des tout petits, qui vont peut-être y voir plus le côté un peu rigolo, ludique, que des plus vieux à qui on pourrait demander, qu'est-ce que vous comprenez dans cette histoire-là? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans?
mais ça reste un album qui était vraiment audacieux de publier parce que, a priori, on ne sait pas trop où ça s'en va. Mais en même temps, c'est intéressant. Les dessins sont super intéressants. Tous les détails dans les images sont super importants parce que c'est ce qui va nous faire naviguer un peu dans tout ça. Mais vraiment, ça m'a vraiment laissé dubitative. Je peux pas dire que j'ai un coup de cœur, mais je sais pas comment je me sens par rapport à cet album-là. Tout ce que ça m'a donné envie, c'est de vous dire, découvrez-le donc. Parlez-moi-en en commentaire. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est complètement éclaté. Puis pourquoi pas? Ça nous en prend plus, des albums comme ça. Ben voilà. Donc, j'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus à part quelle expérience de lecture bizarre, mais en même temps, je m'en souviens encore, donc ça m'a marqué. Donc, à quelque part, cet album-là a fini par faire son travail potentiellement. Et enfin, j'ai découvert le dernier, Élise Gravel, le plus récent Élise Gravel. Donc, cette fois-ci, c'est un documentaire, ces espèces de petits BD humoristiques, mais en même temps avec des vraies données. Et ça s'intitule C'est mon cerveau. Donc, sans trop de surprise, ça va être un documentaire sur le cerveau. Je crois que dans les documentaires qu'elle a fait, j'ai pas nécessairement lu peut-être ceux sur les champignons, mais dans ceux qu'elle a fait, je trouve que c'est dans ceux qui sont extrêmement bien faits. Il est assez conséquent, je ne sais pas combien il y a de pages, 48 pages. C'est assez conséquent. On a encore le côté très vulgarisation efficace d'Élise Gravel, des dessins totalement rigolos. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle va vraiment, oui, elle va aborder potentiellement le fonctionnement du cerveau, mais elle apprend surtout au lecteur que c'est le cerveau, en fait, qui dirige tout. Donc, c'est le cerveau qui va dire à nos organes sensoriels, en fait, qui va décoder à partir des données qui sont reçues par les organes sensoriels de la situation en tant que telle, puis ordonner à notre corps d'agir en conséquence. C'est notre cerveau qui va être aussi le foyer de comment on va percevoir émotionnellement les choses. C'est notre cerveau qui va être qui va nous permettre de faire des apprentissages. Bref, et c'est tellement bien illustré. On y va vraiment comme presque par thématique. C'est peut-être pas une thématique par page ou par 2 pages, mais c'est pas nous en présenter comme un texte suivi. Comme adulte, c'est super intéressant. Il y a même une partie, en fait, qui parle du cerveau et des émotions et qui dit qu'en fait, il n'y a pas une seule façon de percevoir les émotions parce qu'évidemment, le cerveau ne fonctionne pas toujours pareil d'une personne à l'autre et que donc, toutes les émotions ressenties sont valides. Je trouve ça super intéressant comme façon de présenter les choses. Donc, on va aller devant tout ce que le cerveau permet, toutes les possibilités du cerveau, vraiment en étant en langage simplifié, mais pas en nivelant par le bas. On aborde diverses sphères. On aborde aussi la différence au niveau de l'apprentissage ou au niveau du comportement, mais très légèrement, et on comprend tout que ça passe par le cerveau. Donc, je trouve que ça ressente vraiment bien les choses. Je trouve que ça peut être lu avec les tout-petits jusqu'à, je dirais même, c'est sûr, fin primaire, puis à la limite, peut-être, si on veut vraiment avoir juste l'essentiel, puis que ça ne dérange pas que ça soit un petit peu cartoonesque, ça va même aller jusqu'au début du secondaire. Et surtout pour les adultes. J'ai l'impression que ce livre-là, ça devrait être lu par tout le monde, parce que je trouve que c'est très... c'est informatif, mais c'est bienveillant. C'est inclusif. Ça touche plusieurs éventails de possibilités. Ça dédramatise des choses. C'est vraiment parfait. Je pense que c'est dans mes Élise Gravel préférées. J'ai vraiment adoré. Bon, Élise Gravel, pour moi, c'est pas mal toujours quelque chose qui fonctionne. Mais il y en a quand même dans ses albums ou docu, comme je vous dis, que ça a été correct parce que j'aime bien sa plume, mais ça n'a pas nécessairement été un coup de cœur. Celui-là, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Je trouve que dans les derniers, elle était un petit peu plus... disons, elle a osé un peu plus, comme son plus... Nutimite, c'était en collaboration avec Mélissa Malène-Dupuis, mais sinon, l'autre, c'est Alerte culotte meurtrière, donc celui-là aussi, là, qui était sur la désinformation. Puis, je trouvais qu'il était hyper intéressant. Bon, il était beaucoup plus long que le fameux voté pour le pire, mais c'est un petit peu le même principe, c'est pour les plus vieux. Alerte culotte meurtrière, c'est quand même pour les plus vieux. C'est mon cerveau, elle s'adresse à mon avis quand même pour plus une clientèle primaire. Mais boudez pas votre plaisir, que vous soyez un adulte ou un enfant, ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Donc voilà, sur ce long segment, je vais terminer le vlog ici parce que vraiment, je pense que je dois avoir... c'est sûr que j'ai la longueur d'un vlog régulier juste en quelques jours.
Donc, j'espère que cette petite section, excusez, je me replace un peu, que cette petite section de ma semaine vous a plu. Ça a été finalement une grande lecture coup de cœur, un grand roman surprise coup de cœur et 4 albums. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de lire le roman en tant que tel dont je vous ai parlé, en plus qui est en français maintenant. Puis si vous avez des suggestions ou si vous avez déjà lu des auteurs dans les albums dont je vous parle ici, ou est-ce que vous avez des albums qui abordent peut-être les mêmes sujets ou qui osent être un peu déjantés comme ceux que je vous ai présentés, bien, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Alors voilà. J'espère que d'ici à ce qu'on se revoit, c'est-à-dire tout bientôt, parce que je vais fermer ce vlog-ci, je vais partir le nouveau, puis ça va être la deuxième partie, vous allez avoir ça dimanche. J'espère que vous allez que vous continuez à passer une bonne semaine. Puis on se dit à tout bientôt, là, ça va être imminent. Allez, à bientôt!